Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour, j'espère que tout va bien chez vous. Les 12 et 13 octobre prochains à Saint-Augustin-de-Desmaures se tiendra le congrès annuel de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec, ce qu'on appelle l'AESTQ. Le thème de ce 52e congrès sera la source du savoir. En cette période de fausses nouvelles et des faits alternatifs et du contenu pseudo-scientifique qui circule sur Internet et les réseaux sociaux, nous voulions connaître comment les élèves et les futurs enseignants apprivoisent les connaissances scientifiques utiles pour décoder le monde. Comment apprennent-ils à raisonner, à vérifier, à déboulonner les mythes? Et aussi, quel est le rôle du cerveau dans l'apprentissage des sciences? En clair, comment se constituent les connaissances scientifiques des élèves, mais aussi celles des enseignants en 2017? Nous entretenons aujourd'hui avec François Thibault, chargé de cours au département de didactique de l'UQAM, étudiant au doctorat. Le rôle du cerveau dans l'apprentissage des sciences est votre champ de recherche. Il est animateur de l'atelier « Utilisons-nous seulement 10% de notre cerveau » lors du congrès. Bonjour. Bonjour, bonjour. On est aussi en compagnie d'Elisabeth Doyon, candidate à la maîtrise en éducation et pédagogie à l'UQAM. Votre mémoire s'intéresse à l'impact des représentations de l'intelligence sur le raisonnement des praticiens de l'enseignement. Exactement. Bonjour. Bonjour. Et aussi avec Marc-Olivier Fréjot, porte-parole et membre du conseil d'administration de l'AESTQ et consultant à la vie après le doctorat, où il accompagne les étudiants afin de mettre en valeur leurs compétences et les préparer la transition vers le marché du travail. C'est Bonjour à ça? tous. Bonjour. Donc, je vous ai réunis tous les trois pour parler justement de la source du savoir. C'est le thème du congrès. L'enseignant est source de savoir donc pour l'élève. La culture scientifique est également source de savoir. La ESTQ et son congrès peuvent être aussi une source de savoir pour l'enseignant. Donc, pourquoi est-ce important de retourner à cette source-là et de parler du savoir? Peut-être, Monsieur Fréjot? Oui, tout à fait, mais merci. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Essentiellement, la source du savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est que on a un peu perdu nos racines au niveau scientifique. Il y a souvent les réflexes scientifiques, on les a un peu oubliés, ils ont été un peu égarés. Donc, l'AESTQ, ce qu'elle a réfléchi à faire cette année avec son congrès, c'était vraiment de ramener cet élément-là au centre. Donc, d'où vient le savoir? Évidemment, l'AESTQ travaille beaucoup avec les enseignants, les techniciens, tout l'écosystème là au niveau scientifique dans notre système d'éducation. Donc, c'était un peu de ramener ces intervenants-là au centre pour s'assurer en fait que la transmission du savoir vers ces intervenants, mais aussi de ces intervenants-là vers les élèves soit adéquate, parce que essentiellement les enseignants, tous les gens dans le milieu éducatif sont vraiment essentiels là, pour s'assurer de développer une culture scientifique, mais aussi un regard critique là, chez nos jeunes. Oui, on est en 2017, donc on a Internet à la maison, puis le source du savoir, ça peut être ça aussi. Donc pourquoi c'est important, Madame Doyon, de parler de source du savoir? Mais c'est une question complexe que vous avez posée ici. C'est-à-dire que le savoir, on peut le voir de plusieurs manières, mais habituellement, on le voit comme une production humaine. Alors, le savoir, c'est quelque chose qui se construit quand les humains rendent leur monde intelligible, finalement. C'est quelque chose de foncièrement humain. Donc, c'est des humains qui le construisent, des humains qui l'acceptent. C'est une vaste entreprise, une vaste industrie qui est relativement compliquée. Et pour quelqu'un qui est à l'extérieur de cette entreprise-là, ben, il va voir le savoir comme un océan qui chamboule et qu'il y a des vagues et on fait des réfutations. On dit que des études nous font découvrir quelque chose. Quelques semaines suivantes après, ben, c'est plus vrai. Donc, il y a une espèce de incompréhension lorsqu'on le regarde de l'intérieur. Puis, Neil deGrasse Tyson a eu une belle image. Il disait, ben, dans le fond, on peut voir comme s'il y avait un océan, un grand bassin où il y a la science qui est livresque, donc qui est dans les manuels scolaires, qui est beaucoup plus solide, où là, on n'a pas ce va-et-vient. Et la production scientifique, elle, a
ce va et vient finalement. Et donc, comment on fait pour raisonner, trouver les sources de savoir, c'est en comprenant un peu mieux comment ça se construit du savoir finalement, comment les scientifiques fonctionnent, qu'est-ce qui fait partie des vagues sur la côte, puis qu'est-ce qui fait partie des bas-fonds de l'océan qui sont très, très stables et sur lesquels on peut s'appuyer justement pour créer des nouvelles vagues en sciences. Fait que c'est un peu cette image-là que je voudrais amener, comme quoi c'est un sujet qui est assez vaste, qui est assez complexe, puis on peut pas arriver avec une liste de cases à cocher, de choses à faire pour s'assurer c'est une belle image en tout cas là. Monsieur Thibault, pourquoi c'est important d'aller à la source du savoir et êtes-vous d'accord que le savoir est multiple et peut être profond, peut être Ben oui, mais en fait je dirais surtout dans les écoles on remarque que les jeunes, mais en fait la majorité d'entre eux n'iront pas dans des carrières scientifiques, ou du moins peut-être pas la majorité mais une très grande partie, et à ce moment-là, en dehors de ce qu'ils vont pouvoir confirmer peut-être avec leur enseignant, quand ils entendent des choses dans les médias, leur réflexe c'est d'aller consulter l'enseignant de sciences, parce qu'à ce moment-là c'est lui qui se sert un peu qui sert de gardien du savoir scientifique. Mais quand ces gens-là vont finir leur secondaire, vont peut-être finir leur cégep s'ils sont dans un programme où il y a des sciences, à ce moment-là ils deviennent eux-mêmes leur propre gardien de ce savoir scientifique-là. Donc à ce moment-là c'est important d'être capable de développer une bonne culture scientifique en général. Comme ça, on est capable peut-être de mieux vérifier la validité ou la pertinence scientifique de ce qu'on est en train de voir dans les médias. Donc, c'est ça. Donc, le rôle de l'enseignant, je pense qu'il est très important là ici, justement, dans la classe, exactement. Oui. Nous sommes soumis à beaucoup de faits alternatifs, de contre-vérités avec Internet et les réseaux sociaux, là. Donc, comment trouver les bonnes sources pour se former ou pour se former à la science, Monsieur Thibault? Comme je disais, l'important à la base, c'est de développer au fur et à mesure une bonne culture, un réflexe d'aller vérifier les sources, de développer une bonne culture générale en termes de sciences. À ce moment-là, ça va nous permettre peut-être de pouvoir confirmer à travers ce que l'on sait déjà, donc de vérifier à quel point il y a comme une espèce de validité interne des construits scientifiques qu'on est en train d'étudier. Donc ça, c'est déjà, je pense, un premier réflexe. Bien sûr, on n'a pas toujours le temps ou les moyens donc d'aller chercher des études scientifiques partout. C'est quelque chose qui est aussi lourd à lire. À ce moment-là, on peut essayer de se tourner vers des organismes de vulgarisation scientifique. Donc, je pense que c'est déjà une bonne source. L'idée, c'est de trouver les bonnes, parce que dans la vulgarisation scientifique, il y a toujours cette idée qu'on va procéder par simplification, par analogie. Donc, à ce moment-là, il y a des détails qui se perdent et c'est facile de mal interpréter ces détails-là et ça va nous mener peut-être à des conceptions qui sont encore plus erronées que celles qu'on avait initialement. Oui. Est-ce qu'il y a une petite lumière rouge qui s'allume dans notre tête quand on va sur Internet et qu'on voit quelque chose qui correspond pas à nos croyances ou qui correspond pas au bon sens? Je sais pas, Madame Doyon? Oui, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut voir, le processus de vérifier l'information, le raisonnement qui se cache derrière, donc la délibération qui va précéder la décision. On appelle ça un raisonnement. Puis le raisonnement, c'est un raisonnement type coût-bénéfice. Alors, j'ai de l'information en très grande quantité. Je n'ai pas les possibilités de tout vérifier. C'est complètement impossible. Internet contient trop d'informations. Donc, à la pièce, je vais faire la décision. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille vérifier? Puis le cœur de cette information-là, le cœur de ça va se décider sur nos croyances actuelles. Alors, peut-être en ayant un très bon fond de science, toutes ces croyances-là vont être exactes, puis vous allez manipuler ce raisonnement-là parfaitement, mais habituellement, il va y avoir des croyances erronées, puis on va aller vérifier ce qui correspond pas à nos croyances. Alors, il faut essayer d'exercer ce système-là pour faire autrement, puis aussi, sous-traiter ce travail-là. C'est-à-dire que un journaliste qui a un code de déontologie, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, quand on choisit de payer un abonnement à un journal scientifique, à un journal de vulgarisation, on sous-traite ce travail-là et à ce moment-là, on déplace notre raisonnement puis on raisonne, est-ce que ce magazine Québec Science me fournit une information valide? Puis à ce moment-là, on réduit un peu le poids de la vérification. Mais comme tel, il faut voir que c'est un raisonnement qui se fait à la pièce et qui est extrêmement lourd à maintenir. Donc, il faut pas s'attendre à ce qu'on vérifie toute l'information, mais essayer de voir, c'est quoi qui me donne le plus de bénéfices? Donc, c'est quoi l'information que mon coût va rester le même, que ce soit l'information qui m'importe ou non, mais mon bénéfice va changer en fonction de la valeur de l'information que je vais vérifier. Fait que c'est d'essayer de le voir de cette manière-là, puis de voir, là, j'ai pas envie de vérifier parce que c'est mes croyances, mais peut-être ça vaudrait la peine. Donc, puis ça serait le truc que j'ai à donner, d'essayer de vérifier le magazine, donc de traiter, de payer pour ça, par sous-traitance, puis de s'abonner.
tout simplement à un magazine que lui, on va vérifier s'il nous donne des bonnes sources. Monsieur Fréjot, comment se positionne l'association par rapport à tous ces savoirs et par rapport à la production qu'on peut retrouver sur Internet d'informations scientifiques qui sont plus ou moins fausses, qui sont plus ou moins vérifiées. On devient avec Internet tous des producteurs. Puis le professeur, avant d'aller dans sa classe, il est un petit peu, on va dire, insécure par rapport à l'information, il va aller surfer sur Internet pour essayer de trouver son information. L'association fait quoi par rapport à ça? Ben, tout à fait. Dans la nature même de l'association, c'est toujours un peu ça l'idée. C'est d'accompagner le professeur, d'accompagner le technicien pour s'assurer que la transmission du savoir scientifique se fasse bien. Donc, du côté des fausses informations, des faits alternatifs, au niveau de l'association, en fait, une des choses qui a été faite, puis je pense que ça rend service, puis ça comble un besoin qui était présent un peu partout dans la communauté scolaire, c'est de fournir, en fait, par le biais, là, il y a une plateforme qui s'appelle Prism, c'est de fournir du matériel, des activités pédagogiques. C'est des activités qui, étant donné qu'elles sont présentées dans la plateforme, ben on attache un certain gage de sécurité, un certain gage de qualité à ces activités-là. Donc, dans certains cas, c'est des activités qui vont avoir été validées par des pairs, validées par l'association elle-même. Donc, l'idée, c'est quand le professeur veut développer une activité, ben, quand il va sur, par exemple, la plateforme FRISP, ben, il sait que c'est une bonne activité, il sait que ça va correspondre aux besoins de ses étudiants, puis il sait aussi que il va les amener du bon côté. Là, il va pas causer des fausses croyances qui sont pas fondées sur la science. Donc, il y a toute cette validation-là qui est faite, puis ça revient un peu à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est de déléguer un petit peu cette vérification-là, puis dans ce cas-là, ben, c'est de déléguer à l'association. Donc, l'association s'assure que finalement, ce qui est proposé aux étudiants est relativement adéquat là, pour soit vraiment être bien aligné, bien correspondre aux engagements de l'enseignant au niveau du programme, mais aussi au niveau du développement là, du savoir scientifique, puis aussi la curiosité des étudiants, parce que c'est beau d'avoir des activités scientifiques qui correspondent à faire progresser la compétence d'un étudiant, mais aussi faut l'engager, faut essayer d'allumer un peu son esprit pour qu'il reste scientifiquement éveillé. Parce que après ça, ben il va avoir peut-être un regard un peu plus critique. Il va toujours chercher à vouloir valider ses sources, à contre-vérifier ses perceptions. Oui, lors du congrès, Monsieur Thibault, vous allez parler des neuromythes. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un neuromythe et quels sont-ils, mais comment faire pour les désamorcer? Oui, bien sûr. Donc, un neuromythe, il faut comprendre que le terme vient des années 80. En fait, c'est un terme emprunté à la médecine qui décrivait initialement donc les fausses conceptions que les médecins pouvaient entretenir à l'égard du fonctionnement du cerveau. Donc, par extension, on va l'utiliser pour les enseignants, pour n'importe qui, mais il faut comprendre que même si même si un médecin, donc quelqu'un de hautement qualifié en anatomie, en biologie, peut entretenir des fausses conceptions sur le cerveau, il y a vraiment personne qui est à l'abri de ces conceptions-là. Dans les médias, il y en a quelques-unes de très présentes, là, notamment l'idée qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau. Si vous avez vu récemment, là, il y a les films Lucy ou Limitless, donc Sans limite en français, je crois, donc où ce sont des personnes qui, suite à l'ingestion de médicaments ou de substances étranges, vont être capables de débarrer le potentiel de leur cerveau, devenir super intelligent et dans le cas de Lucy même à développer des pouvoirs psychiques. Oui, je vous vois froncer les sourcils, je pense que vous y croyez pas. Non, pas vraiment. Il faut comprendre que si on utilisait seulement 10% de notre cerveau, ben l'évolution aurait fait en sorte qu'on aurait juste un cerveau 10% du volume qui est présentement. Le cerveau, c'est à toute part égale, c'est l'organe de notre corps qui dépense le plus d'énergie. 20% de la dépense énergétique quotidienne vient de notre cerveau. Donc, si on pouvait économiser du coût énergétique comme ça, je pense que l'évolution aurait fait en sorte qu'on aurait un cerveau un peu plus petit. 10% de notre cerveau, c'est la taille d'un cerveau de mouton. Donc, je pense que ouais, les gens comprennent un peu que c'est un peu ridicule de penser qu'on utiliserait seulement la partie mouton de notre cerveau. Donc comment les désamorcer, ces neuromythes-là?
Oui, ben en fait, je crois qu'il faut faire surtout preuve de beaucoup de vigilance. Hein. C'est quelque chose qui est mal compris. Le cerveau encore, ça fait 150 ans qu'on l'étudie, mais grosso modo, 90% de la connaissance sur le cerveau a été développée dans les 10 dernières années. C'est une statistique qui se maintient un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui est encore très nouveau pour tout le monde. Donc, faut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des sursimplifications qui ont été faites. Il faut vraiment sensibiliser les gens à une vigilance intellectuelle, si on veut, de prendre un peu de tout avec un grain de sel et peut-être de pas sauter aux conclusions. Quand on apprend quelque chose sur le cerveau, de pas assumer qu'on va être capable immédiatement de l'utiliser. Puis pour les enseignants spécifiquement, c'est ne pas l'utiliser directement en classe. Il y a des choses comme par exemple des neuromythes qui sont fréquents chez les enseignants. Ça serait sûr relié au style d'apprentissage ou aux intelligences multiples. C'est des choses qui sont enseignées même parfois dans les programmes de formation des maîtres. Et on sait par exemple, il y a des méta-analyses qui ont été faites qui ont déterminé que dans les 40 dernières années, il y a aucune étude qui a été capable de démontrer que d'enseigner par exemple à un élève qui se déclare visuel de façon visuelle allait engendrer chez cet élève-là des meilleurs apprentissages. Et il y a encore aucune étude qui a démontré que cette différence-là, si elle existait, pouvait être expliquée par un développement spécifique du cerveau. Donc, il y a des gens qui ont pris des résultats sur le cerveau. Par exemple, on a une zone du cerveau spécialisée dans la vue, une autre spécialisée dans l'audition, et qui se sont dit, certaines personnes vont les développer différemment, donc c'est normal qu'ils apprennent différemment. C'est vrai, on apprend différemment, mais on a tous un cerveau capable de décoder l'information visuelle, capable de décoder l'information auditive. On peut entretenir des préférences, mais l'idée des styles d'apprentissage, donc c'est quelque chose qui n'est pas appuyé par la science. En quoi les croyances des enseignants peuvent influencer la transmission du savoir ou leurs a priori ou ce qu'ils pensent, oui, Madame Doyon? Je vais commencer par compléter parce que ce que dit mon collègue est absolument vrai. Il est même un peu vendu mon punch. C'est-à-dire qu'une bonne façon de se maintenir dans une posture critique ou dans une posture, on pourrait dire, sceptique, c'est d'avoir la compréhension que le cerveau ou l'esprit humain, moi j'appelle pas ça le cerveau, j'appelle ça l'esprit, l'esprit humain est l'objet le plus complexe de l'univers. OK? On va pas mâcher notre mot. Présentement, l'intellectuel le plus cité, qui est encore vivant, c'est Noam Chomsky, et il reste représentant qu'une seule école de pensée dans une seule des 10 disciplines qu'il étudie. Alors ça, c'est une bonne manière d'assumer une posture critique, c'est de comprendre que l'esprit humain est une chose épouvantablement compliquée et que présentement, si on peut, j'y vais avec une autre analogie, là, si on peut voir ça comme une espèce de grand casse-tête, présentement, on a des petits morceaux à l'intérieur, puis on a le cadre. Donc, on a le pourtour, comme on commence un casse-tête, c'est toujours plus facile, puis on a des petits morceaux à l'intérieur. Et ce qu'on fait en recherche, c'est d'essayer de compléter ce casse-tête-là. Donc, une bonne manière d'assumer une posture critique, c'est de se rappeler, mais attention, on peut pas me sortir demain matin une étude qui va me dire, la prise de la matrice là pour apprendre, là, on nous plug quelque chose dans le cerveau puis ça marche, là, on est très, très loin. Donc, c'est une espèce de posture de dire, attendez une minute, là. Lorsqu'on aura vraiment le portrait complet, on pourra facilement passer des neurosciences à la classe, puis ça va être merveilleux, mais pour l'instant, on est très, très loin de ce portrait complet. Et on peut pas demander aux enseignants qui pratiquent l'enseignement d'être plus qualifiés que Noam Chomsky. C'est pas possible. Alors, et pour les croyances, on a tous des croyances, on a tous des choses qu'on pense savoir, justement. Une partie de ce casse-tête-là, est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce qu'on peut se faire confiance? On peut pas se faire confiance. Ah. Ça, c'est clair. On peut pas se faire confiance, puis on devrait essayer de se débiaiser tout le temps, mais c'est extrêmement difficile. C'est des biais parce qu'ils sont inconscients, sinon ce serait pas des biais. Donc, on peut essayer de déployer des méthodes pour vérifier si on est biaisé, par exemple. Mais une chose est claire, c'est que les croyances qui existent vont rester, et il y a des fois, on peut pas les remplacer par la science. C'est justement l'idée de mon casse-tête avec des trous. Il y en a des croyances qu'on peut pas remplacer par la science parce que littéralement, on ne le sait pas. Il y a des croyances qui sont à l'interne, là, quand on parlait de validité interne, sont pas soutenables, comme l'intelligence multiple. Moi, je le vois pas comme une croyance pseudo-scientifique, je la vois comme une critique d'une autre thèse qui, elle, était scientifique. Puis c'est un peu le travail qu'a fait Gardner. Il a mis de l'eau dans le vin des gens qui pesaient le quotient intellectuel, puis les a aidés à diversifier le questionnaire. Donc, c'est ça l'idée, c'est que c'est un objet
infiniment complexe et nos croyances devraient toujours prendre une espèce de pas de recul puis se poser la question, est-ce que c'est dommageable? Si c'est faux, donc si c'est faux que j'utilise 10% de mon cerveau, est-ce que ça va me faire des dommages? OK? Moi, je crois qu'il n'est pas dommageable, mais il y en a d'autres qui le sont. François, si tu pouvais parler du Brain Gym, j'aimerais ça. Oui, bien sûr. Donc, on remarque l'existence présentement d'une organisation qui est l'organisation Brain Gym, qui vend si on veut, des packages de formation pour les écoles, pour les CPE, entre autres, où on va payer à coût de milliers de dollars des formations pour faire des exercices de coordination. Et on sait, chez les jeunes, intuitivement, on a ce réflexe de dire, ben c'est normal de faire de l'activité physique. Puis l'activité physique, on sait que ça l'augmente, notamment là, les performances à l'école. Fait qu'il y a un lien entre l'activité physique et l'éducation. Ça, je pense qu'il y a personne qui se questionne là-dessus. Mais Brain Gym est basé sur cette idée qu'en faisant des exercices de coordination et d'équilibre, on va être capable donc d'augmenter le nombre de connexions entre les hémisphères de notre cerveau. Et à ce moment-là, ça va nous permettre, si on veut, de débarrer un certain potentiel, donc de favoriser l'apprentissage en augmentant donc cette espèce de connexion cérébrale. Et on comprendra que c'est absolument pas appuyé par la science. Et présentement, en fait, je vous dirais, les seuls articles je veux pas dire scientifique, au contraire, mais les seuls articles qui semblent démontrer que un programme comme Brain Gym pourrait fonctionner ont tous été publiés dans le Brain Gym Journal of Science. Ah, c'est utile. Donc c'est comme s'il y avait aucun organisme scientifique pertinent qui avait accepté de valider ça. Donc ils ont fait leur propre journal pour publier leur truc. Donc il y a quelque chose de louche là qui se passe avec Brain Gym et j'aimerais encourager à la vigilance et aux différentes peut-être CPE ou commissions scolaires qui envisagent de faire affaire avec eux, de peut-être vérifier la validité scientifique de Brain Gym avant de faire le pont. Monsieur Fréjot, pourquoi c'est important de vérifier justement, mais pourquoi c'est important de valoriser l'enseignement des sciences hors de la relève scientifique, hors peut-être de la classe? C'est important aussi de disséminer finalement les bonnes informations, mais peut-être que Madame Doyon va me dire qu'il n'y a pas de véritables bonnes informations. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que la portrait est incomplet que ce qui est publié est faux. C'est pas ça. Ce que je tiens à dire, c'est que présentement, en recherche, on fait des belles recherches. Mais c'est vraiment le passage à l'appliquer qui est difficile et c'est là qu'il faut être prudent. Oui, puis ce qu'il faut comprendre de la science, c'est qu'on avance, mais des fois, on recule aussi dans le sens où ce qu'on a pensé être vrai aujourd'hui, ben, des fois, on se rend compte par nos expérimentations que finalement, ben, il y avait des petites nuances. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est ce qu'il faut accepter avec la science, c'est que c'est rarement figé dans le béton. Je veux dire, oui, certains éléments sont basés sur des faits, puis c'est dans des textes, c'est dans des manuels de référence, c'est acquis. Mais je veux dire qu'on parle du cerveau tout à l'heure, ben, nos façons de mesurer l'activité cérébrale sont encore limitées, tout évolue. Donc, à travers ça, ben c'est certain que pour monsieur, madame, tout le monde, ça devient difficile de traiter avec la science, ça devient difficile de faire confiance à la science. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que le Brain Gym, c'est vrai? Il y a des articles. Est-ce que c'est quoi un bon article? C'est quoi un bon journal? Pour démêler tout ça, je veux dire, c'est impossible de le faire seul. Donc, si on revient à l'individu, ben je pense que sur l'individu, le professeur, l'enseignant de sciences a un rôle vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que pour toutes les générations, ben d'avoir un contact avec la science, ce contact-là va souvent commencer par le professeur de sciences, par le professeur de chimie, de physique, etc., qui va montrer à l'étudiant la méthode scientifique, puis le fait de se dire que ben il faut avoir un regard critique, il faut toujours douter des éléments, puis ça nous amène là à vraiment déposer notre regard critique pour voir qu'est-ce qui vaut la peine puis qu'est-ce qui vaut moins la peine. Oui, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, on était en compagnie de François Thibault, chargé de cours au département de didactique de l'UQAM, Elisabeth Doyon, candidate à la maîtrise en éducation pédagogique à l'UQAM, et Marc-Olivier Fréjot, porte-parole et membre du conseil d'administration donc de l'AESTQ. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Restez avec nous dans un petit instant, la chronique.
Pour notre chronique, nous retrouvons Yann Giroux, infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le programme d'urgence, étudiant à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Ses recherches s'intéressent aux aînés en perte d'autonomie, ainsi qu'à l'organisation et l'accessibilité des services auxquels ils ont besoin. Il est aussi étudiant-chercheur intégré à la chaire de recherche politique, connaissances et santé, dont il est boursier. Yann Giroux nous parle d'aujourd'hui de l'annonce du Québec pour libérer un montant de 36 millions de dollars pour l'embauche de plusieurs centaines de préposés aux bénéficiaires supplémentaires dans les centres d'hébergement et de soins longue durée de la province. Ces embauches serviront à offrir un 2e bain par semaine aux résidents qui le désireront. Alors, une étude de 2004 s'est penchée sur l'efficacité de l'hygiène, soit au bain traditionnel avec la baignoire, la douche ou le bain à la serviette qu'on médiatise et qui a souvent mauvaise presse. Au niveau d'efficacité et de la flore bactérienne au niveau de la peau, on a remarqué de manière scientifique aucune différence statistique quant à la composition ou le nombre de bactéries présentes à la suite de ces 3 méthodes. Donc, on peut dire que ces 3 méthodes sont efficaces au niveau de l'hygiène. Toutefois, là où la littérature nous donne des résultats intéressants, c'est qu'au niveau de la douche et du bain à la serviette, c'est que ce sont 2 méthodes qui permettent, qui diminuent le nombre ou la fréquence à laquelle les aînés vont manifester des comportements agressifs ou des comportements indésirables, par exemple, agripper le chandail de l'intervenant, crier, frapper avec des coups de poing ou des coups de pied, avoir de l'agitation. Donc, ce sont des symptômes, des manifestations comportementales qui sont, disons-le, indésirables ou disons du moins traumatiques pour l'aîné, et ce ne sont pas des comportements qu'on aime observer comme soignants. Alors, oui, ce qu'on doit retenir, c'est que le bain, qu'il soit à la douche ou le bain au lit directement, ça nous permet vraiment, on a des indications thérapeutiques de le faire, et au niveau d'efficacité, c'est aussi efficace. Ensuite, là où c'est important, c'est d'utiliser le matériel, que ce soit le bain ou la douche ou le bain au lit, avec les ressources adéquates. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été réalisée à ce sujet qui indique que la majorité des accidents qui ont lieu pendant les soins d'hygiène par rapport soit aux patients ou aux soignants sont reliés à un nombre insuffisant d'intervenants qui procèdent à l'hygiène des aînés. Donc, bien important de savoir comment utiliser le matériel à disposition, avoir le bon matériel et avoir le bon nombre d'intervenants qui procèdent à l'hygiène des aînés. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou vous pouvez réécouter sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et toujours nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcription.